Bonjour et bienvenue dans cet épisode 7 de Good Manufacturing Podcast, le podcast qui extrait les bonnes idées de l'industrie pharmaceutique. Alors, pour cet épisode de rentrée, j'ai avec moi Arnaud. Salut Paul-Adrien. Alors Arnaud, comment ça sont passées tes vacances ? Eh ben écoute, j'ai profité de l'arrêt d'été des sites pour prendre un mois de vacances. Et je dois avouer que c'était fort reposant et agréable. Et en même temps, j'avais hâte de reprendre parce que voilà, tous les beaux projets et tout ce qu'on a à partager, donc c'est cool. Un mois de vacances, c'est beau ça. Moi, j'avoue que j'en ai pris aussi. Petite rando, impeccable, prêt à repartir. Yes. Bon du coup, si t'es prêt, on va commencer directement par la news. Ah carrément, je suis carrément prêt. Ce podcast, je l'attendais avec impatience. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si tu as vu ça passer, mais le 11 août, il y a eu un communiqué de Samsung Biologics. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Samsung Biologics ? Pas du tout. Pour moi, Samsung, ils font des téléphones, des lave-vaisselle, des trucs comme ça, mais pas du tout de la biologie. Eh bien, tu vas voir, c'est incroyable. Samsung Biologics a annoncé le début de la construction de son 4e site de production avant la fin de l'année. Et c'est pas n'importe quel projet parce qu'il fait partie de leur plan long terme pour faire face à une demande grandissante de biomanufacturing. Alors franchement, j'ai découvert ça avec le communiqué de presse, c'est pareil. Donc un investissement colossal de 2 trillions de won, soit à peu près 1,4 milliard d'euros, c'est quand même pas mal. Ah ouais. Et ce qui est plus élevé que l'investissement pour ces 3 premiers sites ces 9 dernières années. Donc en fait, c'est une société qui a 9 années. D'accord. Et donc, cet investissement viendra ajouter 256 000 litres de capacité fin 2022 aux 364 000 litres de capacité déjà présents sur leurs 3 sites existants. Donc, ça confirme Samsung Biologics comme le premier CMO mondial en termes de capacité de production. Et leur capacité de libération ? Du coup, tu vas voir... Tu vas voir, ils sont quand même assez forts. Donc, ce site 4, la Super Plant, comme il l'appelle, il va bénéficier des dernières technologies en matière de production et d'automatisation. Et ça offrira des services de petite et moyenne échelle pour fournir à ses clients tout un éventail complet de services. D'accord. Donc, le communiqué insiste aussi sur les progrès en matière d'environnement. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils concentrent hautement les eaux en déchets pour réduire leur consommation d'eau. Et aussi, ils font une réduction des rejets en acide nitrique, qui apparemment est une grosse source de pollution des sites de biomanufacturing. Et donc, en raison de sa compétitivité, sa qualité, sa technologie de pointe, bon, ça, c'est le communiqué qui le dit, et sa réponse réactive à la demande de produits, donc y compris du coup au traitement des Covid-19, Samsung Biologics a signé plus de 1,8 trillion de won, donc 1,4 milliard de dollars de commandes, soit environ 2,5 fois plus que le chiffre d'affaires l'année dernière, rien qu'au premier semestre 2020. Donc tu vois que c'est quand même un sacré morceau. Donc ils annoncent des chiffres incroyables. Ça c'est pas incroyable. 2 500 000 employés pour un truc qu'on n'a jamais entendu parler. Ah ouais, quand même. Si, c'est énorme. 2500, ouais, bon bah. Ah, 2500. Ouais, pas 2000, ouais. 2500, pardon. D'accord, c'est pas du tout pareil. Ok, 2500, c'est plus si énorme, ouais. Ok. 364 000 litres quand même. Ouais. 97% de success batch rate. Non, mais comment ils l'ont mesuré, ça ? C'est pas encore en production ? Si, c'est en production. C'est quand même 3 sites de production. Ils construisent leur 4e site. Ils ont déjà subi 22 inspections et ils ont plus de 30 clients et ils ont 64 approvals de différents pays, autorités, etc. Donc, ils ont quand même commissionné leur 3e site en 3 ans, je crois. Entre le moment où ils ont posé la première brique et le moment où ils l'ont accrédité à l'FDA. Joli. C'est des malades. Et du coup, on peut faire une visite, comment on appelle ça, virtuelle du site. Donc, j'ai été regarder un petit peu. C'est vrai que ça a l'air beau. Et si on a des auditeurs qui ont déjà été audités, qui ont déjà travaillé, j'aimerais bien savoir comment ça se passe. Donc, si jamais vous voulez venir témoigner, ça serait super intéressant. Ouais, ça serait vraiment intéressant de savoir comment ils fonctionnent sur l'approche production, mais aussi du coup sur les process qualité, quoi. Et alors, en fait, le truc de Samsung Biologics, c'est qu'ils sont maqués avec Samsung, je sais plus quoi, je l'avais noté quelque part, mais bref. Et donc, en fait, leur spécialité,
c'est de faire des biosimilaires. Donc, au départ, ils font, voilà, venez fabriquer chez nous, et puis après, pouf, ils ressortent un biosimilaire du truc. Donc, ils ont des gros produits. Donc, ils ont le biosimilaire d'Ambrel, le Remicade, ils ont Avastin, ils ont, enfin, tout ça, c'est des anticancéreux. Mais j'ai pas compris. En fait, il y a des clients qui viennent produire leurs produits. Donc, Samsung dit venez produire chez nous. Et après, hop, ils font un biosimilaire pour concurrencer leurs clients. Bah, c'est ce que j'ai compris, ouais. C'est un peu. Ils en ont 5 là, ils ont 5 gros trucs qu'on a fait. Bah, du coup, Ambrel, c'est on va vous copier l'anti-TNF-alpha. et on va vous concurrencer. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre, mais enfin voilà. Bon, après, si ça marche. Donc là, ils sont en partenariat beaucoup avec Biogen et MSD. Voilà, c'est tout ce que j'ai. C'est un peu mystérieux quand même, l'air de rien. Hein. Enfin, j'ai dû quand même regarder un peu partout, mais j'en avais jamais entendu parler. Et ils font du chiffre, ils font du client, et ils sont tous en Corée. Ouais, bah ouais. Donc, les 4 sites. Du coup, c'est une culture différente aussi de la culture européenne au niveau industriel. Ça doit être vraiment intéressant à voir. Hein. Franchement, je suis très curieux. Voilà, c'était la petite présentation qui m'était passée devant. J'ai trouvé ça incroyable, que j'en avais jamais entendu parler avant. Ouais, non, c'est fou. Et à mon avis, ouais, comme tu dis, ils sont en train de préparer un truc et on va en entendre parler, c'est sûr, mais c'est très intéressant. Écoute, j'en avais pas entendu parler. Je vais aller me renseigner du coup parce que c'est vraiment mystérieux, intéressant et à mon avis, ouais, franchement très très énigmatique. Ça me donne envie d'en savoir plus, quoi. En parlant d'énigmatique, ce soir, on a prévu un nouvel épisode exploratoire. Ce soir, avec Arnaud, on va vous parler chiffres, on va vous parler indicateurs et on va vous parler jeux. Est-ce que tu es prêt pour ce dossier? Ah oui, oui, je l'attendais celui-là. Eh bien, c'est parti. Alors, elle aime bien cette petite musique. Ah oui. Mais je me semblait qu'elle faisait un peu flipper, mais pas du tout en fait. Ah, tu vois, c'est le souvenir que ça laisse en fait. Ouais, hein. Ouais. Alors ce soir, on va parler indicateurs. On va commencer par parler des indicateurs. Alors déjà, les indicateurs, qu'est-ce que c'est et à quoi sont-ils utiles? J'avais fait une vidéo sur ce sujet-là il y a quelques temps. C'est un truc que moi je trouve ça vraiment intéressant, la théorie des indicateurs. Parce qu'on entend toujours parler de KPI, tu sais, les Key Performance Indicators. Ouais. Et on entend ça un peu à tort et à travers, parce que au final, aujourd'hui, j'ai le sentiment que sur les sites, tout ce qui est indicateur est considéré comme KPI. Mais il y a deux types d'indicateurs vraiment différents. C'est les indicateurs de performance et les indicateurs de contrôle. Les indicateurs de performance, c'est les indicateurs qui te permettent de regarder rétrospectivement est-ce que tu as été performant par rapport à ce que tu t'étais fixé. Par exemple, je me suis fixé d'ouvrir, je sais pas, moins de 20 devs par mois. Et ben sur les mois écoulés, combien j'ai ouvert de devs réellement. Donc c'est des indicateurs qui te permettent de regarder dans le rétroviseur. C'est vraiment l'analogie de la voiture, c'est l'indicateur qui est dans le rétroviseur. Et puis il y a des indicateurs dont on parle très peu, ou en tout cas le terme n'existe pas. C'est les Key Control Indicators, les KCI. Qui sont les indicateurs qui sont instantanés, l'état à l'instant T de mes process, de mes activités, comme dans une voiture, ton compteur de vitesse qui te dit tiens, t'es à 130 là, il faut que tu diminues, ou tiens, t'es à 90, tu peux accélérer. Tu vois, ces indicateurs-là, quoi. Donc c'est ceux-là qui servent au pilotage de ton activité. Et voilà, et en fait, c'est en pilotant ces indicateurs instantanés au quotidien ou à la semaine, ça peut être, enfin la maille, elle dépend de l'activité, mais c'est des indicateurs instantanés qui te permettent de réajuster au plus près de la réalisation de l'activité pour atteindre la fameuse performance. En gros, pour pouvoir arriver à ta destination
tu suis voilà ton compteur de vitesse, tu suis tous ces indicateurs dans ta voiture, c'est pareil. Donc c'est ceux-là qui doivent être mis à jour quotidiennement, quoi. C'est ça. Et pour moi, c'est les indicateurs les plus importants. Si tu n'as pas ces indicateurs, si tu n'as pas défini tes indicateurs de contrôle, comment est-ce qu'au quotidien, tu peux piloter ton activité ? C'est juste pas possible. Alors après, tu peux juste constater une bonne ou une mauvaise performance, mais du coup, c'est un peu frustrant parce que quelque part, tu te dis jour le jour, tu sais pas quel levier activer pour atteindre ta performance. On peut faire l'analogie avec les déviations parce que c'est un indicateur qui est assez facile à visualiser. L'indicateur de performance, le KPI, c'est ton délai moyen de clôture de tes déviations. Est-ce que je suis à 30 jours de délai moyen ? Est-ce que je suis à 28 jours ? Est-ce que je suis à 45 jours, etc. Et tes indicateurs de contrôle, ça va être ton encours à l'instant T avec combien j'ai de déviations et quel âge elles ont. Alors, c'est pas des indicateurs chiffrés forcément, ça peut être un truc visuel que tu vois avancer dans une carte ou que sais-je. Mais c'est quelque chose sur lequel, où tu sais si tu agis là-dessus. Donc, sur mon encours de déviation à l'instant T, je sais pas, j'ai 3 déviations en cours qui ont 15 jours. Si j'agis là-dessus, au final, ça va délivrer un résultat qui va faire que mon KPI, mon indicateur de performance, sera bon. Et du coup, toi, ton indicateur de performance, tu as dit, c'était le temps moyen d'investigation, c'est ça ? Le délai moyen de l'investigation, 30 jours, 28 jours, donc c'est un délai moyen que tu calcules sur le mois. Ça peut être aussi le nombre de déviations, tu vois, le nombre de déviations ouvertes, etc., etc. Mais le nombre de déviations ouvertes, ce n'est pas un indicateur de contrôle, c'est un indicateur de performance de la qualité de tes investigations. Et du coup, celui-là, il va servir, ces indicateurs, ces 2 indicateurs vont servir plutôt au manager pour savoir quelle action il doit aller mener sur le terrain pour améliorer, pour piloter, mais ouais, pour agir sur son activité, quoi. Oui. Alors, en fait, si on traduit ça différemment, les indicateurs de contrôle, ce sont tes indicateurs qui vont te permettre, au plus proche de la réalisation de tes activités, de prendre des décisions pour agir sur ton process, la performance de ton process. Les indicateurs de performance, c'est ce qui va plutôt t'aider à prendre des décisions de stratégie d'amélioration de ton process. Et donc, finalement, en regardant tes indicateurs de performance, tu vas définir une stratégie d'amélioration sur ton process. Tu vas prioriser de travailler plutôt sur telle partie du process pendant les 6 mois à venir. Et après, tu vas définir justement les indicateurs de contrôle que tu vas suivre quotidiennement, par exemple, pendant 6 mois. Et quotidiennement, en regardant ces indicateurs, tu vas pouvoir agir petit à petit sur ce que tu as décidé stratégiquement grâce à tes KPI. D'accord. Et donc, lesquels tu communiquerais à ton équipe ? À l'équipe, ça dépend. Hein, l'équipe opérationnelle ou l'équipe au-dessus de toi. Tes équipes opérationnelles. Les deux. En fait, pour faire simple, les KCI, les indicateurs de contrôle, c'est pas quelque chose que tu communiques avec un reporting, avec des beaux tableaux, machin, tu vois, que tu prends du temps à faire. Ça, c'est des trucs du quotidien. Donc, forcément, tu le communiques avec tes équipes. Parce que le matin, tu vas te poser devant le tableau, tu vas te dire, OK, il y a ça qui bloque. Allez, toi, tu vas intervenir là-dessus. Tac, 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 tu vois. Tu vas prendre des décisions dessus. Donc, c'est communiqué, c'est visuel. Il faut les rendre visuels. Il faut les rendre aussi tactiles. Il faut que les gens ils puissent toucher des choses à faire avancer pour pouvoir, prendre les actions. Et après, mensuellement ou hebdomadairement, j'aurais tendance à dire quand même plutôt mensuellement, tu vas leur donner, OK, on a réussi à atteindre la performance sur ce mois-là. Ça va dépendre des process. Il y a des process où moi, je préfère communiquer hebdomadairement. Typiquement, les déviations, moi, j'aime bien suivre l'évolution de l'encours semaine par semaine parce que c'est un truc qui va vite évoluer. Mais sur les CAPA, on va regarder ça plutôt mensuellement. Sur la libération, ça dépend de ton type de site. Ça peut être plutôt mensuellement. Mais voilà. Et du coup, ça, c'est des indicateurs de performance. Je vais les communiquer, mais par contre, je vais pas envoyer un rapport avec 50 indicateurs. Je vais prendre 3 indicateurs qui sont les plus importants et je vais le communiquer aux équipes. Mais du coup, voilà, je communique les 2.
qui vont représenter ton cheval de bataille de l'année. Exactement. Et les indicateurs vraiment de performance, c'est ceux que je vais communiquer en mettant des commentaires, par exemple féliciter les équipes, bravo, on a fait un bon résultat, c'est cool, ou ok, on est sur la bonne voie, ou bon là on a un peu dérivé. Alors que les indicateurs de contrôle, c'est pas une communication, c'est ce que tu pilotes au quotidien. Donc forcément, c'est communiquer tous les jours. En fait, ça devient la routine de tout le monde, quoi. Alors ça, du coup, ça marche bien quand c'est toi qui les as choisis parce que du coup, tes 3 indicateurs, c'est tes chevaux de bataille. Du coup, forcément, ils sont adaptés à ta marge de progression. Mais alors, comment on fait quand les indicateurs sont imposés par quelqu'un d'autre? Comme typiquement, voilà, on fait partie d'un groupe et le groupe a décidé que tel ou tel indicateur devrait être votre indicateur et c'est celui-là que vous allez suivre. Ouais, alors ça, ça, c'est un vrai sujet. Et en fait, c'est très intéressant parce que c'est t'as lu le but de Goldratt, Ouais. et en fait il y a une suite qui s'appelle Réussir n'est pas une question de chance, et en fait dans le but, Goldratt mène un nombre d'améliorations dans les activités, et du coup il obtient des bons indicateurs, et à un moment donné tellement bon que ça va à l'encontre de ce que demande le corporate, et du coup ça commence à lui créer des soucis. Et dans Réussir n'est pas une question de chance, c'est l'histoire de Goldratt, enfin non, pas de Goldratt, du héros du but qui va au corporate et qui va révolutionner. Et en fait, il y a deux choses. Il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que si on prend, alors je vais me focaliser sur les indicateurs qualité, hein, tu m'excuses, je vais parler de ce que je maîtrise le mieux, mais si on reprend les indicateurs qualité, en fait, globalement, les indicateurs au niveau du corporate, ils sont bien foutus tant que tu es moyennement performant sur ta qualité. Intéressant ça. Ouais, non mais c'est-à-dire que on va rester sur la métaphore filet des déviations, c'est vraiment simple à visualiser, mais voilà, tu vas avoir un corporate qui va te dire vous devez avoir moins de 20% de vos déviations à 30 jours. Tu vois? Et donc non, beaucoup. Moins de 20% de vos déviations à plus de 30 jours, clôturées à plus de 30 jours. Ok. Donc ça veut dire qu'il faut que tu aies plus de 80% clôturé avant 30 jours. Voilà. Ouais. Ok, bah ouais, ça paraît cohérent, tu vois, ça paraît cohérent. Et puis quand tu commences à mettre en place une stratégie qui vise à réduire ce délai moyen de traitement des déviations, et que derrière tu mets un pilotage avec un suivi des encours qui fait que tu deviens de plus en plus performant, qui fait que tes déviations, en fait, la majorité, tu vas les clôturer en 10 jours. Mais en plus, tu as une bonne méthode d'investigation. Donc en 10 jours, c'est bien investigué. Et du coup, tu vas te retrouver en fait avec un site qui ça a, je sais pas moi, divisé son encours de déviation par 3, et je sais pas, il en avait 60, il en a plus que 20, et puis il a malheureusement pour lui, il a je sais pas, quelques petites déviations qui traînent plus de 30 jours. Parce que c'est comme ça, parce que c'est des déviations où il faut faire des pouces en microbio, ça prend 14 jours. Et il en a quelques-unes. Et en fait, il va plus facilement se retrouver à dépasser les fameux 20% parce que, en fait, son volume de déviation global fait que la moindre déviation vient beaucoup plus rapidement impacter ce pourcentage. Juste parce qu'il maîtrise mieux son encours et du coup, il a moins de déviations en cours. Et donc, en fait, dès qu'il a une déviation qui dépasse 30 jours, bim, il est dans le rouge. Alors qu'au final, il est meilleur que les autres sites qui ont 200 déviations en encours et qui en ont juste 10, 15, peut-être même 20 déviations qui ont plus de 30 jours. Voilà. Ah ouais, c'est vrai. Et du coup, c'est le principe des pourcentages. Hein. Au final, tu peux leur faire dire tout et n'importe quoi. C'est ça. Et du coup, ces indicateurs corporate, ça marche tant que ton site, il ronronne, il est un peu bon. Tu mets un peu de challenge à tes équipes qualité, mais quand tu rentres dans cette démarche de vraiment booster ton efficacité de ta qualité, que tu rentres dans une démarche de pilotage, etc., et que tu commences à avoir des bons résultats, en fait, tu vas ressortir en rouge sur la scorecard de ton corporate en qualité, alors qu'au final, tu es meilleur que les autres. Alors qu'au final, tes déviations, tu les clôtures en moyenne en 20 jours, quand les autres, ils les clôturent en 31, 35 jours, mais ils ont moins de 20% de plus de 30 jours de déviation. Tu vois, c'est un peu dommage. Et donc, ces indicateurs, ils sont, à mon avis, difficiles à définir. Quand tu es au corporate, tu as
je sais pas combien de sites différents, t'as aucun site qui a la même maturité, donc à un moment donné, il faut essayer d'identifier un système qui te permet de te donner une vision. Mais il faut pas t'arrêter à ces rouges, c'est pas bien. Des fois, il faut aller voir parce que il faut plutôt une compilation d'indicateurs, mais qui soit cohérent. Tu as un autre problème aussi, si tu veux, du coup, si tu décides d'impulser une dynamique et que là, tu te dis, bon, allez, l'objectif de cette année au corporate, on décide que c'est les CAPA. Bon, voilà. Première fois que tu lances un peu ton indicateur, tu te retrouves avec, tu te dis, bon, bah, le but, c'est d'avoir aucune CAPA en retard. Et là, du coup, les sites commencent à regarder un peu leur portefeuille. Oh la vache, on en a 200. Bah, du coup, avant qu'ils aient un bon feedback du corporate, il va s'en passer du temps. Alors ça, c'est un autre problème des indicateurs. Mais là, du coup, on n'est pas sur le problème des indicateurs qui te sont imposés. On est sur, que ça soit imposé ou pas, globalement, et encore une fois, je parle de la qualité, mais c'est aussi valable sûrement sur d'autres sujets. On mesure la non-performance et non pas la performance. On regarde on te pose des objectifs. Il faut pas avoir de déviations qui ont plus de 30 jours. Est-ce qu'on pourrait pas mettre un objectif il faut qu'on clôture tant de déviations en moins de 15 jours, tu vois, c'est plus positif. Mais non, nous, on met des indicateurs, on suit ce qui est pas bon. On n'essaye pas de motiver à faire bien, on essaye de suivre ce qui est pas bon et de taper sur les doigts quand c'est pas bon. Surtout en qualité, hein, le coup de non-qualité, les déviations. Non, mais c'est ça, les CAPA hors délai. Est-ce qu'on peut pas essayer de mettre plutôt un challenge au site en plus, les CAPA, attends, on va prendre le cas des CAPA hors délai. C'est quoi une des actions qu'un site opérationnel peut faire pour avoir moins de CAPA hors délai? Bon, la première chose, c'est de décaler les dates. Ah ouais. La deuxième chose, c'est d'ouvrir moins de CAPA. Du coup, tu t'améliores pas. Du coup, c'est pas bon en qualité. Alors que si tu motives le site en lui disant, ce mois-ci, votre objectif, c'est de clôturer, 15 CAPA dans les délais. Et puis, si tu en as clôturé 15 hors délai aussi, c'est pas grave. Mais voilà, et tu mets des challenges, tu vois, c'est clôturer 15 CAPA dans les délais, clôturer. Et là, tu vas pousser les gens à aller clôturer plus de CAPA, donc faire de l'amélioration, et à les pousser à la clôturer dans les délais. Et tu félicites les sites qui ont clôturé le plus de CAPA dans les délais. Alors c'est parfait parce que du coup ça nous amène exactement à ce dont on voulait parler ce soir, et c'est cette mécanique de poursuite du résultat. Et en fait cette mécanique de poursuite du résultat, on la trouve beaucoup dans les jeux, surtout dans les jeux vidéo, où à l'inverse de par exemple de l'école, où là on redoute la note, où la note est un peu la sanction. Et ben dans le jeu vidéo, la note on l'attend et on essaie de la viser, c'est le score. Ouais. Et du coup dans les jeux vidéo, on va poursuivre le score, on va se motiver. On va toujours aller chercher plus. On va aller, ouais, non mais c'est ça, on veut battre le jeu, quoi. Voilà, dans le jeu, on essaye automatiquement d'avoir la performance, on essaie d'être toujours le meilleur de nous-mêmes dans les jeux vidéo. Et du coup, la question qu'on se pose, qu'on aimerait se poser ce soir, c'est est-ce qu'on pourrait trouver un moyen de transformer les indicateurs, même les indicateurs industriels en général, en indicateurs, en score en fait, hein, tout simplement, en score pour aider les gens à avoir plus de feedback positif, à atteindre un but plutôt que d'être poussé toujours, ou tiré même, vers un objectif dont ils ne voient pas trop la récompense, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis vouloir aller battre le high score de l'autre site ou son propre high score, tu vois. Enfin, chercher à aller toujours battre son high score. Et puis, enfin, il y a un truc, ce qui nous a poussé un peu dans cette réflexion. Il y a un truc, c'est que ok, on peut se dire ouais, mais les jeux c'est fun, on a envie d'y jouer, investiguer des déviations, franchement c'est chiant quoi. Mais en vrai, si tu regardes la réalité, quand tu joues à des jeux, il y a des jeux, c'est rageant, quoi. T'es là, t'y arrives pas, et puis tu refais. Alors que des fois, franchement, tu prends pas tout le temps du plaisir quand tu joues à certains jeux, mais juste à cette addiction de vouloir refaire pour y arriver, quoi. Puis t'as des jeux aussi qui sont barbants, qui sont pas ultra intéressants intellectuellement, les Candy Crush, les trucs comme ça, et pourtant t'y joues parce que t'as envie d'avancer, t'as envie de marquer des points, t'as envie d'avancer dans la petite map là qui se déroule dans ton application. Et donc, c'est pas des trucs qui sont intellectuellement très intéressants,
mais tu as quand même envie d'avancer. Alors moi, je ne peux pas croire que, ok, les déviations, ça peut paraître compliqué. Encore une fois, je reste sur cet exemple, mais à un moment donné, on peut motiver les gens, on peut leur donner envie d'y aller autrement que en leur tapant sur les doigts quand c'est pas bon. Que voilà, je sais pas, il y a un truc à creuser, quoi. J'en suis persuadé. Ce qu'on est en train de parler, en fait, ça a un nom, ça s'appelle la gamification. Et en fait, la gamification, c'est l'idée, en fait, on l'utilise pour plusieurs trucs. Ça peut créer du trafic sur un site, pour personnaliser un rapport le rapport d'un individu avec une marque ou avec un environnement, ou créer de l'engouement autour d'un projet. Et donc, du coup, l'individu, il va se retrouver impliqué en tant qu'acteur dans un univers ciblé grâce à une expérience plutôt dynamique. Et ça va changer ses perceptions du terrain, quoi. Ouais, alors moi, le terme gamification, donc c'est un truc qui me parle parce que c'est un truc que j'avais déjà un peu étudié, mais en même temps, tu vois, plein de plateformes de formation en ligne qui te proposent de la gamification, et c'est toujours un peu bof, dans le sens où non, mais dans le sens où, ouais, tu vas gagner un badge, ouais, ouais, ok, mais moi, tu vois, tu vas, je sais pas comment dire, mais je trouve que ça va pas chercher assez loin. Alors, dans la gamification. Il faut la gamification, il y a plein de niveaux, donc. Ouais, non, mais voilà, mais c'est exemples. Tu vois, quand tu parles de gamification comme ça. Ça te paraît évident, mais pour les gens qui nous écoutent, ils ont peut-être pas encore remarqué, mais par exemple, sur LinkedIn, parce que nous on poste sur LinkedIn, je sais pas si vous avez vu, là, quand vous allez voir sur votre profil, il y a une petite jauge de progression et vous êtes expert. Et pour devenir expert, il faut remplir ci, il faut faire ça, et du coup, il y a plein de trucs à faire pour devenir expert. Et du coup, il y a la petite jauge qui progresse à chaque fois. Et à chaque fois, ça, quand tu reviens sur ton profil et qu'il y a un nouveau truc, tu dis, ah, putain, je suis pas expert. Bah, attendez, je vais remplir ça. Et puis, paf, tu deviens expert. Et ça, en fait, c'est un peu c'est d'ailleurs de la gamification. Mais non, après, moi, ce que je voulais dire, je suis d'accord avec toi, il y a différents niveaux. Moi, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est qu'en fait, ce qu'on voit le plus de la gamification, c'est le niveau 1, je dirais. Et ce qu'il faudrait aller chercher, et nous, ce qu'on essaye de réfléchir là depuis quelques temps, c'est aller chercher le niveau 2, 3, 4 de la gamification, quoi. C'est aller plus loin que juste je te donne un badge. C'est comme les remises de trophées qu'on voit chez certains de nos clients à la fin de l'année. Tu vois, c'est ouais, ok, mais pour autant, ça fait pas avancer le schmilblick. Donc, comment est-ce qu'on fait au quotidien pour faire de la gamification, mais de niveau 2, 3, 4, quoi. Pas juste je te donne un petit badge, un petit diplôme ou quoi. Ouais, du coup, ce qu'on pourrait s'interroger, je vous invite quand même à regarder cette TED Talk de Jen McGonigal qui s'appelle Le jeu. Le lien en description. On le dit toujours, mais il faudrait qu'on soit plus régulier à mettre les trucs quand même. Donc c'est une TED Talk qui dit, il me semble que ça s'appelle le jeu peut rendre le monde meilleur. Et donc elle explique en fait pourquoi les gens jouent à World of Warcraft et qu'est-ce qui les rend hyper assidus à ce jeu et qu'est-ce qui plaît aux gens. Et du coup, c'est vrai que quand elle l'explique, par exemple, quand on se connecte dans World of Warcraft, tout le monde, mais absolument tout le monde est prêt à vous faire confiance pour vous donner une mission avec un but incroyable. Par exemple, sauver le monde, ou je sais pas, aller sauver cette personne des griffes de tel monstre. Donc tout le monde est prêt à vous faire confiance pour vous donner une mission. Et le plus important, c'est que cette mission, elle est atteignable. C'est-à-dire que vous avez forcément, on vous proposera pas de mission trop difficile, on vous proposera pas de mission trop facile, mais juste des missions qui sont exactement adaptées à votre talent actuel, mais suffisamment difficiles pour que ça soit dur quand même. Donc on va galérer un petit peu, ça va nous tenir en haleine. Mais on va y arriver. Mais on va y arriver. Voilà. En tout cas, c'est possible d'y arriver avec un petit peu d'entraînement et et de bon jeu, quoi. Après, il y a aussi un autre truc, c'est que tout le monde est prêt à collaborer. Du genre, tu veux de l'aide, tout le monde est prêt à te donner de l'aide dans ta quête. Et c'est pas tous les jours que dans une boîte, on a des objectifs et tout, et tous les collaborateurs veulent vous aider à aller vers ce but. Là, c'est pour ça plaît vraiment. Donc, c'est un sens de la communauté important, quoi. Et après, c'est pareil. Je peux te couper là sur ce point-là. Ça me fait penser à quand j'ai lancé l'Académie de la qualité efficace, j'ai suivi des formations de vente notamment, et en fait, une boîte qui avait mis en place dans ses équipes de vendeurs
Bon, moi, il n'y a pas de vendeur dans l'académie, je suis le vendeur, mais bref, eux, ils avaient une équipe et ils avaient mis en place de la co-compétition. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un objectif à atteindre pour l'entreprise et s'ils l'atteignaient, il y avait un super cadeau pour tout le monde. Et en même temps, après, chacun devait essayer d'être le meilleur parce qu'il y avait en plus un cadeau pour celui qui était le meilleur. Donc c'était vraiment de la co-compétition, quoi. C'est que tu pouvais pas réussir tout seul. Tu étais obligé de réussir en aidant tes collègues et en même temps en te dépassant toi aussi et en allant chercher aussi ton objectif, d'être le meilleur et de faire en sorte que tout le monde soit le meilleur, quoi. Voilà, excuse-moi de t'avoir coupé. Ouais, non, mais c'est intéressant. Mais après, quand on regarde un peu la théorie dans la gamification, c'est pareil. Il y a plusieurs types de personnes. T'as il y a les slayers, il y a les mecs qui sont plus sur l'éducatif, t'as les gars qui sont plus sur le coopératif. Et en fait, il faut que ton jeu, il faut regarder ta cible et il faut regarder à qui le jeu s'adresse pour que du coup, tu adaptes ton jeu à ta cible, quoi. C'est vrai que du coup, pour des vendeurs, ils vont plus essayer de faire comme je dis Slayer, donc ça va être le mec qui va être le premier, celui qui sera en haut de la pyramide, quoi. Et donc là, c'est intéressant parce que du coup, ils ont lancé donc ça va leur parler parce qu'ils peuvent être le meilleur, mais du coup, ils ont aussi quand même ajouté un objectif collaboratif pour essayer de les aider, de les obliger à s'entraider, quoi. Après, du coup, pour nous, ce qui nous intéresserait plus c'est les jeux où tu vas apprendre quelque chose ou les jeux narratifs où du coup, tu vas essayer de finir l'histoire, quoi. Alors ça c'est nous ce qui nous intéresse nous par rapport à notre activité de formation, de coaching quand on va former des gens à investiguer des déviations, des choses comme ça. Après, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on voulait discuter surtout, c'est comment est-ce qu'on peut mettre en place de la gamification dans le pilotage des activités au quotidien chez les clients. Comment est-ce que justement la première partie du podcast où on parlait de ces indicateurs de performance, de contrôle, etc., donc de pilotage, comment est-ce qu'on transforme ça en un jeu, en fait. Enfin, si on peut dire en un jeu, mais voilà, un truc où tu vas accumuler des points et tu vas pas être là en te disant oh là là, j'ai peur à la fin du mois de la note qui va me tomber, de ma scorecard qualité, etc. Comment est-ce que tu peux te dire plutôt tiens, tous les jours j'ai clôturé une déviation en 10 jours, boum, je Boum, rajoute 50 points pour l'équipe. à l'équipe site sur les déviations. Je suis content, j'ai rajouté 50 points et donc je vois mon compteur de points qui augmente et qui se rapproche de mon high score du mois dernier et qui se rapproche du high score de tous les sites, tu vois. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Parce que sur la théorie, la théorie, elle est, je pense que c'est juste évident que ça va marcher, mais en pratique, comment est-ce que tu mets ça en pratique, quoi? Après, c'est pareil, comme dans tout bon jeu, il faut arriver à l'équilibrer correctement avec en fonction de la taille du portefeuille de déviation. Par exemple, si on prend les déviations, est-ce que, vu que, comme on disait, tous les sites sont un peu différents dans un groupe, il faudrait le dimensionner correctement. Puis pareil aussi, on va se heurter à un autre obstacle aussi. Ça va être que tout le monde ne va pas pouvoir participer à cette quête. Oui, mais après, ta score de qualité, il n'y a pas que la quête des déviations. Tu vois, enfin, et puis ça pourrait changer aussi. Voilà, on parle de déviation, mais ça pourrait tellement changer la Perception. La perception face à ça. Aujourd'hui, tu as une déviation critique, mais waouh, putain, ça fait une émotion négative partout sur le site. Tout le monde et là, du coup, tu est stressé, tout le monde n'est pas bien. Et tu clôturer une déviation critique en moins de 30 jours, 500 points. Et le mec, il serait surrefait. Déviation critique, tac, c'est 100 points. Et si c'est en moins de 30 jours, tac, c'est 500 points. Tu vois, dire, waouh, les gars, on a une déviation critique. C'est notre chance. On va pouvoir remonter dans le score. Non, mais voilà, après, on va pas ouvrir des déviations critiques pour atteindre les high scores, mais quelque part, c'est transformer un mauvais événement en opportunité de faire quelque chose de bien, quoi. Tu vois, c'est quand même. Franchement, ça serait top. Après, bon, voilà, une déviation critique, ça reste un peu pourri, mais au moins, t'as un côté positif à l'avoir. Parce que sinon, une déviation critique, t'as que du négatif, quoi. Ouais. Et du coup, alors du coup, quand on reparlait par exemple avec le responsable de site, lui, au final, il aurait ses indicateurs corporate et forcément, si on a une équipe motivée qui va travailler dans le sens des points qui seront intelligemment répartis, et bien du coup, forcément, les indicateurs autres vont de facto s'améliorer, quoi. Ouais, non, c'est clair, c'est clair.
C'est clair. Après, voilà, la question, c'est comment tu équilibres ça. Effectivement, comme tu disais, chaque site n'a pas le même volume de déviation. C'est pas juste. Quand tu as un petit site de 100 personnes dans un groupe où tu as des sites de, je sais pas, 1000 personnes, tu as 10 déviations par mois et les autres, ils en ont 100. C'est pas juste parce que toi, tu peux marquer moins de points, tu vois. Donc, faut trouver un équilibre. Mais après, est-ce qu'il faut mettre en concurrence les sites les uns avec les autres là-dessus? Est-ce que ça peut pas être, et est-ce que ça devrait pas être le rôle du corporate aussi à un moment donné de se dire, attends, mes sites ils sont pas tous pareils. Moi, le high score que j'attends du site de 100 personnes, c'est pas 500 000 points, c'est 5 000 points, quoi. Tu vois? Après, tu pourrais aussi calculer ça sur un ratio avec le pourcentage de déviation de l'année dernière égale, si tu en as 10, bah, du coup, une déviation, ça vaut 1000 points. Et si tu en as 1000, bah, du coup, une déviation, ça vaut 1 point. Ouais. Ouais, non, mais voilà, du coup, c'est un point de réflexion non négligeable. Et puis, J'aime bien ton idée, effectivement, de pas mettre les sites en concurrence et puis, du coup, de regarder par rapport à leur high score personnel, etc. c'est ça. Je pense que c'est une bonne idée. Ouais, comme ça pousse les gens à progresser, tu vois. Enfin, et en fait, quelque part, les sites, ils sont pas en concurrence les uns avec les autres en qualité. Ils sont en concurrence avec eux-mêmes, quoi. C'est faire mieux que le mois d'avant. Tu vois, c'est pas faire mieux que le site d'à côté, c'est faire mieux que le mois d'avant. Alors aujourd'hui, on est dans, faut pas faire moins bien que le site d'à côté. Et faut pas faire moins bien, mais bref. Non, mais voilà. Et franchement, bah, après, c'est peut-être mon tempérament, hein, mais moi, je serais investigateur de déviation, à marquer des points. À chaque fois que je clôture une déviation, mais je serais le premier à aller marquer plus 50 points sur le truc de pilotage et dire ça monte, ça monte. Je serais trop content, quoi. Enfin, et en fait, ça serait une super dynamique, quoi. Après, voilà, c'est sûrement lié à mon tempérament. Quand on voit les populations qu'on a en face, t'as des profils vraiment très Il y a différents. tout, Il y en a hein. qui sont pas du tout réceptifs à ça, j'imagine. Enfin, j'en sais Ouais, et rien. puis, après, ce que j'ai lu aussi, c'est qu'il y a aussi des sites Amazon, je sais, qui font ça. Par exemple, ils ont transformé leur chaîne de montage, enfin leur chaîne de carton en, du coup, tu alimentes un dragon qui grandit, etc., avec des scores. Enfin, c'est un peu un truc comme ça. Et du coup, bah, là, il y a il y a quelques effets pervers dans le sens où tu peux accepter, c'est pas obligé d'y jouer. Mais vu que tu prends pas part au truc, ça peut être mal vu. Et pareil aussi, bah, ça peut favoriser aussi les risques, les risques psychosociaux avec bah, voilà, une montée de la pression, etc. Ah ouais, ça j'avais pas pensé à ça. C'est un bon point que tu soulèves là. Mais c'est vrai, voilà, ouais, toutes ces personnes. Je sais pas, hein, tu vois, je prends des profils qu'on voit investigateurs. Donc, il y en a qui sont très impliqués dans leur travail et qui pour autant sont pas forcément, à mon avis, je sais pas, Ouais, très réceptifs. excité par. Après, je pense quand même globalement tout le monde joue, quoi. Tout le monde joue à un truc à un moment donné. On joue tous, tu vois, on est tous réceptifs à ça. Et quand tu regardes, alors c'est quelqu'un que je suis beaucoup moins maintenant, mais quand tu regardes la neuroergonomie là décrite par Idriss Aberkan, qui explique que voilà, tu regardes les animaux dans la nature, ils apprennent en jouant, quoi. Ouais. Et, et ils apprennent en jouant, quoi. Et je pense que l'homme, il est pareil, quoi. Et quand tu joues à des jeux vidéo, tu apprends des choses. Alors si on fait le parallèle avec notre activité, bah, c'est quand tu joues que tu es le plus attentif. Et c'était un peu son équation, c'est de dire, de toute façon, la quantité de choses que tu vas retenir dans une formation, c'est quand même vachement lié à l'attention que tu as pendant cette formation. Et donc si tu joues, que ça t'améliore l'attention, bah du coup tu vas mieux retenir les choses. Si tu vis une expérience de ta formation, tu vas mieux retenir quelque chose. Et alors si on fait le parallèle avec le quotidien, ok, il y a des gens qui sont moins réceptifs, mais est-ce que quelque part, est-ce qu'ils vont pas être pris au jeu, tu vois? Se dire, si t'animes ça vraiment comme un jeu et dans la bonne humeur, dans la bienveillance, tu vois, faut pas, enfin, je sais pas, c'est facile à dire, j'imagine pas du tout facile à faire, mais moi, j'imagine, je me visualise vraiment l'idée d'un site où les gens, ils sont là et ils sont heureux parce qu'en fait, ils vont aller Ouais. dans leur travail aujourd'hui, ce qu'ils vont faire, ça va apporter un plus au score Et de leur quotidien. c'est du feedback C'est positif ça, continuel, quoi.
C'est ça. Et aujourd'hui, quand tu vois tous ces gens qui sont entre guillemets en quête de sens, de se dire à quoi ça sert ce que je fais, bah c'est sûr que si quand le seul feedback que t'as, c'est de te faire taper sur les doigts quand t'es pas bien. T'as pas 0 kappa en retard, vilain. Ah, c'est ça. Bah forcément, tu te dis ouais putain. Alors que même si c'est pas quelque chose de concret, de se dire voilà, je viens aujourd'hui, je vais faire, ouais, on va faire monter, on va faire progresser le site en faisant monter des points. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà, si tu peux, à mon avis, avoir une dynamique beaucoup plus positive qui fait que même ceux qui sont un peu récalcitrants seront un peu plus pris au jeu que quand t'es dans un truc où c'est toujours négatif. Bah, on le voit sur les sites, hein, quand tous les mois t'as la peur de la scorecard quality et bim, le résultat étant ah, on n'a pas été bon. Puis après tu reçois ton mail dans ta boîte mail. Ah, bah ça on est. Vous avez pas été bon. Non, mais voilà, on n'est pas bon. Ah, faut vraiment maintenant que vous fassiez attention à vos déviations, à vos kappas. Ouais, bah ok, bah tu peux comprendre que personne se prenne au jeu. Alors que si tu dis, ah, ce mois-ci, on a clôturé, on a marqué tant de points grâce à nos clôtures de déviation, et sans mettre le détail, sans dire parce qu'on en a clôturé tant en 10 jours, tant machin, on s'en fout. C'est juste, ah, on a fait tant de points le mois dernier, on en avait fait moins, ou alors le mois dernier, on en avait fait plus. Ah, dommage. Bah, tu parles pas. Chercher à faire plus. En fait, dans le jeu vidéo, c'est facile. Tu parles jamais de tes mauvaises parties. Parce que du coup, tout ce qui est affiché, c'est tes scores les plus hauts. Et du coup, quand tu fais un vieux score pourri, et bah, du coup, il est oublié immédiatement parce que la nouvelle partie commence, quoi. C'est ça. Et tout ce que t'as d'affiché, c'est le tableau du top high score de la machine, quoi. Ah, j'adore ton truc que la partie, elle recommence. Genre, au début du mois, c'est tac, tu relances la partie. Tu remets une pièce. Tu remets une pièce, tu repars à zéro, tu recommences la partie. Ta, 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 ta. Trop fort. Ah, j'adore. Ah, mais franchement, ouais, après, voilà. Mais bon, après, il y a aussi les pessimistes de la qualité te diront, bah voilà, alors du coup, tes mecs, ils vont se mettre à faire du mauvais boulot en fin de mois pour essayer de rapporter du point, et du coup, clôturer vite fait, mal fait la déviation, et hop là, les points tombent, quoi. Ouais, alors après, ça, je suis pas d'accord parce que de toute façon, aujourd'hui, même en pilotant autrement, t'as toujours des déviations qui sont clôturées vite fait, n'importe comment. donc objectivement, je pense que clôturer vite fait, mal fait des déviations, c'est pas lié à tes indicateurs, que ce soit pour avoir des points ou que ce soit pour machin. C'est lié à est-ce que tu as une bonne méthode efficace. Et à partir du moment où tu as une bonne méthode efficace, tu déroules et ça passe, quoi. Enfin, voilà, c'est vraiment ce qu'on fait aujourd'hui. Quand je vois qu'il y a des mecs qui arrivent à clôturer des déviations majeures en 5 jours et avec une qualité d'investigation, mais vraiment nickel. Bon, bah voilà. Et pourtant, c'est pas bâclé. Donc, c'est pas une question de mauvaise volonté ou quoi. Si tu leur donnes les clés, les mecs, après, derrière, ils sont capables de faire bien. Et puis, oui, ok, tu peux essayer de tricher pour aller marquer plein de points à la fin du mois. Mais en fait, c'est pas tellement ça dans la démarche. La démarche, et c'est là où c'est pas facile et on a encore de la réflexion à avoir sur comment mettre ça en place. La démarche, c'est de voir le score s'accumuler jour après jour et de se dire, ah, allez, vas-y, on voit comme quand tu joues au flipper ou à ces jeux-là où tu vois, tu sais, le score, bam, 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 tu sais, ça monte. T'as envie d'aller encore plus. Ah, ça y est, j'arrive à mon high score, tu vois. Donc, c'est ce score qui monte jour après jour. C'est pas voir le score à la fin du mois, parce que si tu vois le score à la fin du mois, bon, bah, c'est du KPI, quoi. Et, ok, t'as pas été bon, mais tu sais même pas pourquoi. Ça te donne pas envie. Alors que si tu vois le score qui augmente tous les jours, ça te donne envie de le faire monter tous les jours, tu vois. Et du coup, pour éviter l'espèce d'effet pervers, justement, bah voilà, tu réduis ton nombre de déviations de mois sur mois. Donc, forcément, mathématiquement, théoriquement, tu peux pas faire un score aussi haut. Et bah, du coup, la différence de nombre de déviations pourrait te rapporter également un nombre de points plus important. Ouais, si tu ouvres moins de déviations. Ouais, carrément, ça peut être un truc, tu sais, comme quand t'as des niveaux, là, tu fais des jeux vidéo, t'as ton niveau, donc t'as ton score qui augmente au cours du niveau, et puis à la fin, boum, t'as les bonus x3, x4, et qui t'augmentent encore plus ton score, ça, c'est un truc comme ça, ouais, c'est très, très, très bonne idée, j'adore. Bah, ça m'excite carrément, ce sujet, je trouve ça, enfin, vraiment, moi, je trouverais ça tellement génial, mais franchement, mais si je pouvais avoir les moyens de trouver quelqu'un qui voudrait essayer. Non, mais même, je sais pas, dans mon propre site pour mettre en place un système de pilotage basé sur le jeu comme ça, et qu'en fait le quotidien ça soit du jeu, mais je le ferais, quoi. C'est pas mon métier. Si je pouvais le faire, je le ferais. Je ferais ça. Je le ferais. Mais après, faut, voilà, c'est le problème, c'est que, alors après,
Qui peut lancer un projet comme ça? Qui peut lancer un projet comme ça? Un patron de qualité sur un site, il peut pas s'il est dans un groupe. Il faut que ça vienne du corporate. Mais qui aura les coronets au niveau du corporate? Non, moi je pense que truc aussi. non, moi je suis pas d'accord. Je pense qu'à mon avis, un responsable de site et un responsable qualité peuvent tenter quelque chose comme ça. Hein. Après, du coup, avec la bonne infrastructure qui va derrière, mais après, bah voilà, comme on l'a dit au départ, par un effet collatéral bénéfique, ça va être que les indicateurs vont forcément monter si les gens se prennent au jeu. Après, bon, voilà, il va falloir prendre un. Après, ça prendra du temps. Voilà, c'est ça, il va y avoir un moment d'adaptation. Mais ça, c'est pas le pilotage par le jeu, c'est le pilotage en lui-même. Hein. Quand on voit les pilotages sur les déviations, les CAPA, les trucs comme ça, si tu veux que ce soit durable, ça prend du temps à sortir des bons résultats. Mais après, c'est là. Bah, par contre, c'est vrai que c'est un bon moyen que les gens s'intéressent aussi au sujet. Ouais, carrément. Non, ouais, t'as peut-être raison. Un bon patron de site avec un bon patron de qualité. Mais du coup, par contre, c'est le genre de truc, il faut y aller jusqu'au bout, quoi. Enfin, et puis, faut aller à fond, faut pas le faire un peu. Et l'air de rien, il faut quand même aussi accompagner ça d'une méthode, parce que c'est vrai que si tu lances les gens sans vraiment de méthode ou d'accompagnement sur le chantier de la guerre, bah, du coup, ça peut générer des frustrations si ça s'améliore pas, quoi. C'est vrai. C'est vrai que moi je pense pas trop à ça parce que nous on est là pour apporter la méthode. Alors, mais c'est vrai que j'imagine un site, si on reprend l'exemple des déviations où les mecs ils savent pas investiguer, ils sont perdus et du coup ça peut générer de la frustration. Tu leur mets un système de points et puis punaise ça s'améliore pas et puis du coup les gens ça se décourage. Hein, c'est. Je sais pas. En fait je suis pas si d'accord. Je pense que s'ils marquaient des points. Si tu vois, je prends le dernier client, on a mis en place du pilotage visuel, etc., machin, ok. Mais si au final il y avait un décompte de points de déviation à chaque fois que tu clôtures une déviation, en moins de 15 jours, tu as tant de points. Alors ok, est-ce que la méthode d'investigation est bonne pour avoir une bonne investigation? Ça, c'est un autre chose. Par contre, c'est vrai que ça permettrait de passer cette espèce de cap pourri de pilotage par la deadline. Mais oui, mais carrément. Ah, c'est génial ce que tu viens de dire. Mais c'est clair. En fait, tu arrêtes de piloter par la deadline parce que, alors, pour ceux qui nous écoutent, nous, le pilotage par la deadline, enfin, moi, c'est un truc que je ne comprends pas. On peut revenir un peu sur les KPI et prendre les déviations. Une déviation, elle est ouverte, on a 30 jours, du coup, on a dans le système, je sais pas, je l'ouvre maintenant, donc j'ai on enregistre, on est le 15 septembre, donc j'ai jusqu'au 15 octobre pour clôturer ma déviation. Donc c'est bon, hop, je commence à m'en occuper le 10 octobre. Ah mince. Voilà. Cette capa, on la met quand? Ah bah allez, mets-la fin décembre, 31 décembre, boum. Combien... Vous irez regarder sur le site combien de capa au 31 décembre. Et voilà. Et c'est vrai que c'est un bon moyen de casser ce truc-là. Et quand tu l'as cassé, bah après derrière, tu obtiens des bons résultats. Quand tu pilotes l'encours au lieu des deadlines, tu obtiens des bons résultats. Mais après, non, du coup, je sais plus ce qu'on disait, mais moi ce que je disais, c'est que en fait, même si tu n'as pas la méthode, si tu pilotes alors après il faut définir les bons moyens pour piloter ça, tu vois, enfin définir voilà, ça fait tant de points quand tu clôtures une déviation comme ça, quand tu clôtures une capa comme ça fait tant de points. Une fois que tu as défini ça, je pense que naturellement et que tu animes avec du jeu, mais une vraie animation du site, tu vois, tu rends ça ludique, je sais pas, tu mets des couleurs un peu... Un compteur relié au Bluetooth qui s'auto-incrémente. Non, mais voilà, par exemple, et ben, même si t'as pas la méthode, les gens, ils vont petit à petit aller chercher la performance. J'en suis sûr. Plus que quand t'as pas de méthode et que tu pilotes par la peur. Ouais, bah ça... De toute façon, piloter par la peur, ça n'a jamais donné de... Enfin, c'est toujours... ça génère tout le temps des frustrations. Quand je dis la peur, par les mauvais résultats, quoi. Il faut surtout pas qu'on ait plus de 20% de déviation à plus de 30 jours. Non, c'est clair. Mais ouais, moi je suis sûr, voilà, je le redis, je suis sûr que ça pourrait, même sans méthode, porter ses fruits. Mais après, l'ingénierie derrière pour mettre ça en place, calculer les points, à mon avis, il faudrait commencer sur un process dans un premier temps. Et puis après, déployer ça enfin, tu vois, petit à petit. Faut pas se dire, allez, je vais transformer toute ma scorecard quality en high score. Non, faut faire un process, puis un autre, puis un autre. Comme tu l'as dit au début, il faut choisir son cheval de bataille. C'est ça. Et y aller petit à petit, oui, évidemment. Ah non, c'est clair.
Mais c'est tellement passionnant, quoi. C'est tellement passionnant. Enfin, moi, je sais que, voilà, encore une fois, hein, je le redis, mais si je pouvais mettre ça en place sur un site, je serais tellement heureux, quoi, de voir s'animer comme ça. Ce serait vraiment génial. On pourrait inventer notre QMS. Allez. Ou alors on va avoir des éditeurs et on va leur proposer de changer les indicateurs de leur QMS. Si quelqu'un nous écoute chez Eneu ou chez Trackwise, ou chez... Ouais, ou alors on développe notre propre. Non, ça c'est trop compliqué. Ça, on n'est pas des spécialistes en QMS. Hein. Non, mais après, bon voilà, après du coup c'est un truc. Nous on l'intégrait déjà un peu dans nos formations parce que là on parlait du pilotage, mais effectivement aussi dans le développement des compétences. Si on pouvait contrôler les connaissances, faire monter les connaissances et les compétences des gens sous forme de jeu, mais ça serait tellement mieux. Ça serait tellement mieux. Typiquement, voilà, sur les déviations, avoir comme nous on fait les formations, tu vois, avec un scénario, un escape game pour apprendre une technique d'investigation. Tu vis une expérience. Donc là, on est sur les compétences. Tu vis une expérience, et du coup, en fait, cette expérience fait que tu vas retenir pas forcément plus d'informations, mais tu vas te rappeler que tu as fait ça, et du coup, tu vas peut-être aller rechercher les informations, mais en tout cas, ça va te marquer. Si, ça te permet quand même aussi de faire un ancrage un petit peu biscornu que tu vas pouvoir te rappeler plus facilement, quoi. C'est ça. C'est cette expérience que tu vis qui te permet de plus facilement réaccéder à ces informations. C'est Idriss Aberkane qui parlait des empans. Où du coup, ça te permet de créer des choses que tu peux te rappeler, quoi. Ouais, complètement. Pour saisir le souvenir. C'est ça. Ouais, non, c'est exactement ça. Et ouais, de toute façon, moi j'en suis persuadé. Après, c'est vrai que c'est un truc qui me plaît. Alors, c'est aussi pour ça que je le faisais au début, mais les retours des personnes là, c'est vraiment ça, quoi. Ils ont vécu une expérience, et moi je m'en rendais pas compte parce qu'au début je le faisais vraiment juste parce que ça me plaisait de faire des jeux. Parce que c'est plus marrant à animer aussi. Marrant à animer, clairement. Mais le retour d'avoir ces gens qui te disent c'était vraiment marquant, cette expérience, et non pas cette formation. Moi je trouve ça super positif, quoi. Je me dis ok, c'est bon, ça les a marqués, quoi. Et donc si tu as tout ce système de pilotage avec des points, très clairement, à mon avis, il faut qu'on creuse quand même, parce que dans nous, ce qu'on propose sur le pilotage des déviations, des CAPA, de la libération, on n'est pas du tout dans du pilotage des high scores, et peut-être qu'on pourrait aller vers ça, quoi. Et chez un client, c'est venu un peu naturellement. Je me souviens, ils accumulaient nos petites fiches de déviation clôturées sur le côté, pour se dire à la fin de la semaine, ding ding ding, t'as vu tout ce qu'on a réussi à faire. C'est vrai. Mais du coup, tu vois, on pourrait essayer de pousser un peu le concept un peu plus loin, et la prochaine fois qu'on va mettre en place du pilotage des déviations chez un client, on leur dit ok, on fait ça, et on met en plus système de scoring et high score à la fin de chaque mois, et le score qui s'augmente. C'est peut-être difficile à animer, mais faut y réfléchir, quoi. De toute façon, c'est comme tout, hein, il va falloir qu'on se lance et puis qu'on voit, quoi. Hein. On saute dans la piscine et puis on essaie de revenir en nageant. Hein. Non, mais c'est clair. Ouais, c'est vraiment un truc à creuser et à approfondir, parce que je pense qu'il y aurait vraiment à gagner à ludifier, si je peux utiliser ce mot, la qualité, quoi. Et je pense que s'il y a vraiment un secteur sur les sites de prod où il faut ludifier à mort, c'est la qualité, quoi. Il y a tous les monsieur sérieux. Ouais, mais non, mais pas que. Mais c'est vrai que je pense que ça ferait du bien à tout le monde, quoi. J'ai 2 petites citations pour toi. Une de Nietzsche qui disait « La maturité de l'homme, c'est d'avoir retrouvé le sérieux qu'on avait au jeu quand on était enfant. » Waouh, j'adore. J'adore, c'est trop bien. Et j'en ai une autre de Mark Twain qui disait, plus simple, hein, Mark Twain, « Le jeu, c'est tout ce qu'on fait sans y être obligé. » Le jeu, c'est tout ce qu'on fait sans y être obligé. Ouais, ok, c'est intéressant, mais du coup, ça va à contre-courant de ce qu'on est en train de dire, finalement. On est en train d'essayer de faire en sorte que... Attends, redis-moi la citation. Le jeu, c'est tout ce qu'on fait sans y être obligé. On est en train de faire en sorte de transformer quelque chose qu'on est obligé de faire
notre métier. Après, normalement, on le fait parce que ça nous plaît, mais bon, bref, qu'on est obligé de faire en un jeu au final. Bah, en fait, c'est ça, c'est tu changes, tu renverses la vapeur. Ouais. C'est-à-dire que du coup, tu fais ça parce que ça te plaît et du coup, ça devient un jeu. Ou alors, tu en fais devenir un jeu et du coup, ça commence à te plaire. C'est je sais plus qui disait trouve un travail qui te plaît et tu ne travailleras aucun jour de ta vie. Ouais, mais ça, ouais, c'est un truc qu'on trouve souvent dans les développements personnels, mais c'est clair que enfin, j'imagine qu'en plus, tu vois, d'un point de vue RH, quand tu as un site qui est animé comme ça doit être vachement attractif En fait, tu dois attirer des profils. Enfin, là, c'est un truc qui me vient là juste à l'instant. D'un point de vue RH, si tu as un site qui est animé sur ce format de jeu comme on l'a décrit, tu vas attirer des profils, certes, qui aiment le jeu, mais qui en plus en veulent, quoi, ont envie de faire en sorte que ça marche, parce que si tu veux rentrer, si tu veux avoir marquer des points, bah il faut que tu aies envie que ça marche. Donc en fait, tu vas attirer des profils qui ont envie de faire en sorte que ça marche. Et puis ça va peut-être choquer des gens, ce que je veux dire. Et puis du coup, tous ceux qui n'ont pas envie, bah au moins ils viennent pas chez toi. Donc t'as gagné sur tous les plans, tu vois. Ouais. C'est vrai que le gars qui fait pof. Du coup, il a pas la philosophie de la maison. Dire, bof. Yes. Travail de RH facile. Mais voilà, non, mais du coup, c'est vrai que même d'un point de vue. En fait, c'est une culture d'entreprise après derrière que tu crées, et tu vas attirer des gens qui rentrent dans cette culture d'entreprise. Exactement, ouais. Une culture concrète, pas des valeurs qui sont affichées sur un mur et que tout le monde dit ouais, ces valeurs, bof. C'est un truc que tu vis au quotidien, quoi. C'est vrai. Bon bah Arnaud, il arrive ce moment à chaque fois que je te dis bah voilà, ça fait 1 heure qu'on parle. Ah oui, j'avais pas vu. Voilà. Ouais, bon. Bah ouais, mais je pense que de toute façon, peut-être pas immédiatement, mais du coup, ok, on va pas continuer, mais je pense qu'il faudra. De toute façon, on va continuer à explorer le sujet, et je pense qu'on en refera un deuxième sur ce sujet dans quelques semaines, quelques mois, quoi. Bah, j'avais fait quelques petites recherches pour voir si ça fonctionnait. Il y a quand même des boîtes qui ont des bons résultats avec ça. Bon, je vous laisserai aller regarder, mais parce que du coup, ça va faire liste. Les liens en description. Non, mais oui, il y a des boîtes qui ont quand même eu des très bons résultats en faisant ludification, parce que tu sais que c'est d'ailleurs le terme correct français de gamification, c'est ludification. Beaucoup plus que gamification, tu vois, déjà. Ouais. Après, c'est vrai que tu vois, des trucs tout simples. Moi, j'avais vu un site, alors pas du tout dans l'informa, mais qui pilotait la charge de ses équipes en projet avec des Lego. Ouais. Piloter la charge capacité sur les projets en Lego, c'était assez intéressant, parce que du coup, les gens, ils faisaient leur petit bonhomme, tu vois. Ils fabriquaient leur petit bonhomme Lego, et après, ils mettaient des briques. C'était juste ça, c'était vachement plus ludique. Mais voilà, encore une fois, moi je trouve que c'est un petit bout, et il faut aller plus loin, et retrouvez-nous pour nos futurs projets de gamification, ludification sur vos sites. Ça c'est clair, et puis bah voilà, enfin, ce qui nous a aussi orienté dans cette réflexion, c'est que clairement, on est en train de développer tout un pan d'accompagnement sur les déviations entièrement tourné sur une approche ludique. On avait déjà commencé avec la formation, et c'est vrai que c'est un truc, du coup, on étudie beaucoup ce sujet-là, parce qu'on essaye de développer quelque chose de vraiment novateur là-dessus. On vous en dira plus un peu plus tard. Bon, allez, alors Arnaud, où est-ce qu'on nous retrouve si on veut nous contacter? Peut-être avant de dire où est-ce qu'on nous retrouve, si vous êtes intéressé par ce podcast, si vous avez envie de partager aussi des visions, nous on est ouvert à votre participation, vraiment. Si vous travaillez dans un milieu un peu exotique, comme on avait évoqué dans une news sur le CRISPR-Cas9, ou sur quoi que ce soit qui est un petit peu, qui sort un peu, même, je sais pas, si vous avez des solutions, des idées pour améliorer les affaires réglementaires,
Non Si mais vous voilà, avez... ouais, quel que soit votre profil, vous écoutez ce podcast, vous avez envie de parler d'un sujet, partager une expérience, c'est vraiment avec grand plaisir parce que bah du coup on commence à avoir une petite audience et du coup je pense que bah clairement après plusieurs mois d'essai, je pense qu'on va dire que c'est quelque chose qui va continuer et sur plusieurs années, donc avec plaisir. Et puis bah du coup pour nous retrouver, bah comme d'habitude, alors YouTube, LinkedIn, mais surtout bah toutes les plateformes de podcast habituelles, Google Podcast, Apple Podcast pour ce podcast, et pour nous contacter, bah retrouvez-nous sur LinkedIn, le plus simple. Ouais, sur LinkedIn, c'est Envoyer le un plus simple. message privé sur LinkedIn quoi. Paul-Adrien Maton, Arnaud Huc. Voilà, exactement. Et puis bah j'ai envie de dire à une prochaine pour un prochain podcast. Qui sera à peu près aussi intéressant. Allez, merci à tous d'être restés jusque-là. Et puis on se retrouve normalement, si tout se passe bien, dans 15 jours. Allez, merci à tous, à bientôt.